Bonjour, je suis Orlelou de Croelam. Bienvenue dans ce 12e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dernier scandale qui secoue la communauté, les custodes féminins. C'est assez amusant, vu que quelques semaines plus tôt, j'ai fait un épisode à propos des Space Marines féminins. Mais que je n'avais simplement pas pensé à l'Adeptus Custodes. En réponse à cela, certains ont pu parler de frères de bataille ou de frères du silence. Nous allons donc réfléchir à la question du sexe ou du genre dans les factions impériales de Warhammer 40 000. Retournons pour commencer aux Custodes. Cette faction est tout à la fois récente et ancienne dans l'histoire de 40K. Récente dans le sens où les premières figurines de la gamme actuelle datent de la sortie de la boîte Burning of Prospero en octobre 2016, soit il y a 8 ans environ. Ils resteront surtout réservés à Horus Heresy dans un premier temps, via le livre Inferno en 2017, même si des profils seront proposés pour les éditions en cours de Warhammer 40 000 à cette époque. Leur véritable introduction à Warhammer 40 000 se fera avec le premier véritable codex Adeptus Custodes 2 ans plus tard, avec la 8e édition. À ce moment-là, la justification historique du retour de Guy Liman et sa prise de pouvoir en tant que régent impérial permet le retour au-delà du système de sol. Que ce soit pour Horus Heresy ou pour Warhammer 40 000, le cœur du lore écrit pour cette faction a donc moins d'une décennie. Des traces plus anciennes existent. Dans Rogue Trader en 87, les Custodes ressemblaient à des mecs en slip, en bottes, avec une cape et un aume ressemblant à un aume Eldar. Plus tard, en 2004, l'idée que les Custodes sont génétiquement améliorés apparaît, mais c'est essentiellement tout. Pendant tout ce temps, on n'a jamais appris comment exactement on prenait un humain de base pour en faire un Custodes. Tout ce que nous savons, c'est que les nobles Terrans donnent leurs fils pour en faire des Custodes et que le processus est individuel. Il y a de cela quelques jours, des leaks d'éléments du codex de la 10e édition ont commencé à paraître, dont un extrait de lore mettant en scène une custode. Le passage est plutôt divertissant à lire et le genre du personnage n'a in fine aucun impact sur la narration, outre les pronoms utilisés pour la désigner. Cela a entraîné quelques réactions relativement favorables dans les groupes de nerds progressistes, mais sans plus. Quelques personnes ont interrogé le community manager de Game Workshop sur Twitter, qui a répondu dans un premier temps que non, il n'y a pas d'erreur, le passage évoqué est authentiquement dans le codex, confirmant donc la présence de custodes féminins. Et dans un second temps, le CM a affirmé qu'il y avait toujours eu des custodes féminins. Plus tard, les nerds conservateurs et les conservateurs tout court qui aiment avoir des chevaux de bataille pour combattre les moulins du wokisme dans une parodie pas ouf de Don Quichotte se sont emparés du sujet, parfois en masse. Bien sûr, il n'y a pas que les conservateurs qui ont râlé, mais ils ont amplifié tout ce débat pour en faire la polémique à laquelle on assiste depuis quelques jours sur les réseaux. Enfin bref, reprenons. Il est permis de penser que si d'aventure une famille noble terrane n'a pas de fils sur une génération à envoyer aux custodes, mais dispose de filles, elle pourrait en confier aux 10 000. De plus, parler des fils de pour parler en réalité de toute une génération ou de toute une population, c'est une figure de style assez courante. D'un point de vue sémantique, on peut dire que cela exclut les femmes. Ce n'est pas très inclusif comme formule, je suis d'accord, mais ce n'est pas une exclusion totale. Bien sûr, on tend à utiliser le mot enfant plus facilement que fils de nos jours, pour un groupe relativement mixte, mais parler des fils d'eux quand on accepte qu'il y a une majorité masculine dans le groupe n'est pas non plus exceptionnel. Si Creed appelle les fils de Cadia à se lever et à combattre, vous comprenez tous que les filles de Cadia ne sont pas invitées à aller à la cafétéria faire une petite pause par exemple. On peut se demander quelles raisons pourraient pousser les custodes à recruter des femmes. Personnellement, sans trop réfléchir, je vois bien de bonnes raisons. Infiltrer un culte féminin, comme leurs homologues masculins pourraient le faire dans un culte strictement masculin par exemple. Pouvoir pénétrer dans certains lieux sans déclencher d'esclandre
sous prétexte que ces lieux sont réservés aux femmes, c'est relativement pratique. Oui, un custode peut aller partout en pratique, mais de fait, toute action entreprise par les gardes de l'empereur n'a pas à être hostile à tout ou partie de la population. Pareillement, les custodes tendent à favoriser le fait d'avoir diverses manières de penser au sein de leur confrérie, pour pouvoir parer à toutes les possibilités. À quel moment se passer de représentants de la moitié de la population serait une bonne pratique pour eux? Alors oui, il se pourrait bien que les femmes soient très minoritaires dans le recrutement. Minoritaires au point que parmi les quelques dizaines décrits dans les bouquins, on n'a pas vraiment vu de custode femme à ce que l'on sache. Mais qu'est-ce que quelques dizaines pour 10 000 guerriers? Les custodes que l'on a pu voir dans les nouvelles et romans à ce jour ne représentent qu'un ou des millièmes de l'organisation. On sait qu'il existe des chambres, des sous-catégories de custodes que l'on ne connaît pas, qui ont des rôles parfois extrêmement spécifiques. Qu'il puisse exister quelques femmes parmi tout cela serait si étonnant. Tout comme j'affirmais dans ma vidéo sur les Space Marines féminins, que le résultat serait difficilement discernable de leur homologue masculin en raison de la transformation en Golgoth d'os et de muscles améliorés, ce serait sans doute la même chose pour les membres de l'Adeptus Custodes. Alors oui, j'entends que ça surprenne. Ça arrive d'un coup, sans prévenir. On a juste quelques passages du codex avec des personnages custodes féminins, sans trop savoir d'où ça vient. Et la communication de Game Workshop à ce sujet est quelque peu rugueuse. Cela dit, nous n'avons pas forcément fait attention, mais il se pourrait que quelques custodes féminins soient présents dans l'or depuis plus longtemps que ce à quoi nous nous attendions. Dans le roman Écho d'éternité d'Aaron Dembski-Bowden, paru en 2022, un passage relativement court évoque des hommes et des femmes en armure dorée, décrits par Sanguinius comme les gardiens de son père. On pourrait me rétorquer qu'il pourrait s'agir de sœurs du silence. Certes, ce n'est pas impossible, mais de deux choses l'une. Les sœurs ne sont pas qualifiées de gardiennes de l'empereur. Ce qualificatif est réservé aux custodes. Cependant, elles appartiennent bien aux serfs de l'empereur. Le passage en question, évoquant la rencontre entre Sanguinius et l'empereur, on pourrait d'ailleurs se demander pourquoi diable il aurait emmené avec lui un contingent de sœurs du silence pour un événement aussi joyeux que la réunification avec un primarque sur un monde dominé par celui-ci. Mais un autre argument va à l'encontre de la théorie du fait que ces gardiennes seraient des sœurs du silence. Les mots de l'auteur en question lui-même sur les réseaux sociaux. Celui-ci affirme qu'il voulait faire des femmes custodes depuis un moment dans ses récits, mais qu'étant donné que seules des figurines masculines avaient été produites, cela avait été proscrit par la direction. Pas pour des raisons de lore, mais juste pour des raisons de figurines existant ou pas, donc. Comme celui-ci le rappelle dans son post, le fleuve concernant les custodes est récent, et les auteurs ont eu les mains libres pour prendre des décisions qui leur paraissaient les plus appropriées pour ceux-ci, sans être limités par plusieurs décennies de littérature établie. Ils étaient dans la position de pouvoir faire des custodes féminins. Apparemment, la direction a changé d'avis à ce sujet, étant donné que les custodes en question existent dans le roman cité avant, se déroulant pré-hérésie, et dans le codex pour Warhammer 40 000. D'où le post de Warhammer sur Twitter qui affirme que les custodes féminins ont toujours été là. Quelque part, elles sont là depuis un moment, nous n'y avons simplement pas fait attention. Alors, toujours là dans l'univers, pas dans les publications Anco, c'est évident. Certaines personnes jugent que Game Workshop prend les gens pour des idiots. Je préfère favoriser l'idée qu'ils introduisent les femmes custodes comme de très nombreuses choses dans le lore. La figurine ou l'idée est nouvelle, mais peu importe la période où vous voudriez la jouer, la possibilité existe. J'ajouterais, de plus, que les Sœurs du Silence ne sont pas le pendant féminin des custodes. Elles sont une force avec sa propre identité. Trop peu développée à mon goût, certes, mais une force en tant que telle. Est-ce que des Frères du Silence pourraient exister ? Qui sait ? Jusqu'il y a quelque temps, j'aurais eu tendance à penser que les parias masculins devenaient des assassins Culexus,
et les féminins des Sœurs du Silence. Mais c'est un raisonnement un peu trop simpliste en fait. Il existe tout d'abord, parmi les temples des assassins, des deux sexes. Le temple Calidus a certes une préférence pour le sexe féminin, mais il existe aussi des Calidus masculins. Donc il est fort probable que tous les parias masculins n'aient pas les capacités requises pour en faire des assassins, comme tous les parias féminins n'ont certainement pas tout ce qu'il faut pour être des Sœurs du Silence. Quel est le destin de ceux ne pouvant se qualifier pour aucune de ces deux fonctions ? Certains finissent recrutés par l'Inquisition, d'autres n'ont pas le temps d'être découverts avant de finir lynchés par leurs contemporains, certains finissent en matériel pour fabriquer des munitions anti-psy, d'autres pourraient aussi être recrutés par la Ligue des Vaisseaux Noirs. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que des femmes dans les Sœurs du Silence. Ce n'est justifié nulle part. De ce que j'en sais. Cependant, pour survivre, pendant des millénaires, sans le support des institutions impériales, les Dames du Néant ont eu recours à diverses techniques pour conserver des effectifs parés au combat. On peut imaginer bien des choses. Du clonage à l'usage de la sélection d'embryons implantés dans des mères porteuses qui permettrait de ne sélectionner que des individus féminins avant même la naissance. Je vous invite à vous procurer l'article Index Imperialis sur les Sœurs du Silence, présent dans le White Dwarf d'octobre 2015, qui recèle de l'or sur cette faction que je trouve passionnante. Des Frères du Silence donc. Pourquoi pas ? Un jour peut-être, qui sait ? Ou alors, une justification pour le côté monogenre de l'organisation viendra peut-être, comme elle existe déjà, pour les Sœurs de Bataille. Parce que oui, pour le coup, les Mystères of Battle ne peuvent pas exister à cause du décret de passivité. Si d'aventure un membre de l'Ecclésiarchie entretenait une organisation d'hommes en armes pour mener ces guerres, il serait déclaré excommunié traitoris immédiatement. Cela dit, ça peut être un élément de lore intéressant pour une armée personnelle d'apostats. Ou peut-être une armée de l'Ecclésiarchie d'avant l'âge de l'apostasie. Ou alors une armée privée au service d'un libre marchand équipé d'armures énergétiques et de bolters. Ce serait un libre marchand excessivement riche, cela dit. Ce qui n'est pas impossible. Certaines armées de l'Imperium sont d'ailleurs mixtes. La garde impériale, l'Adeptus Mechanicus, les chevaliers, l'Arbites, la flotte, les troupes de choc des fils du Tempestus et tant d'autres. Alors autant, les chevaliers, niveau représentation, il n'y a rien à faire. À l'intérieur du châssis, on ne voit guère le pilote. Autant pour les autres, représenter les éléments féminins est plus important. Cela est fait pour les Cadiens, pour les sapeurs de la flotte, mais pour le reste, c'est franchement moins travaillé. Même pour la toute nouvelle armée de Solar Auxilia pour Horus Heresy, on n'a pas eu le bon goût de proposer ne serait-ce qu'une tête de femme pour les rares visages découverts, ce qui est fort dommage. Mais sous les casques et les cuirasses, distinguer les hommes et les femmes est a priori impossible. Il est vrai cependant que pour la représentation féminine, ce serait bien qu'un travail plus important soit fait de ce côté-là. Et souvenez-vous les garçons, pour ceux qui ont commencé gamins, la première fois que vous avez ouvert un codex, un roman ou autre, et que vous avez lu un extrait avec ces guerriers surhumains, badass, ça vous a fait triper. Vous êtes peut-être même un peu identifié à ce personnage pendant votre lecture. C'est ce que vos filles ou vos compagnes méritent de pouvoir ressentir elles aussi en lisant un récit. Que l'on parle de guerriers surhumains ou de simples humains, chacun devrait pouvoir en trouver un qui lui ressemble. Imaginez une gamine de 12 ans lisant le Codex Custodes et tombant sur la petite nouvelle avec cette gardienne de l'empereur en chasse. Et dites-vous que si elle peut vivre la même chose que n'importe quel garçon vit en lisant ce même codex à d'autres endroits, c'est juste génial. Parfois, il ne s'agit pas de nous. Parfois, nous ne sommes pas le public cible. Mais ce n'est pas bien grave. Je comprends que quand on a un attachement particulier à une armée, les gros bouleversements sont intimidants. Mais ce bouleversement est-il si gros ? Je pense aux joueurs Necrons qui ont vu leur armée passer d'une bande de PNJ sans âme avançant implacablement vers l'ennemi pour le détruire
à la même chose, mais les chefs, en fait, eux, ils ont des esprits et des personnalités. Et au lieu de servir des dieux, ils les ont asservis. Aux joueurs du chaos qui ont vécu nombre de bouleversements, 4 dieux majeurs et une infinité de mineurs. Finalement, que 4 dieux. Ah, en fait, mais non. Il y a un gars qui veut devenir le 5e. Il n'y a que des SM qui peuvent invoquer des démons, puis des démons, à part la possibilité de jouer des armées de cultistes, puis non. Puis un vague retour sur la forme d'unité dans le codex Space Marines du chaos. Aux joueurs Eldar, qui ne comprennent plus rien à la démographie des vaisseaux mondes, qui ont juste un bout de leur apocalypse, et puis plus rien. Aux joueurs Harlequins, qui ont eu une armée avec des véhicules volés aux autres races, puis plus rien. Puis une unité de piétons, puis une armée avec des véhicules dédiés, puis qui ont été réinsérés dans le codex Eldar de base, aux joueurs Eldar noirs, dont toute l'armée a été redesignée, et dont les enjeux ont été modifiés en passant de juste une bande de sadiques à une armée se nourrissant littéralement de la douleur, mais dont l'immense majorité des personnages ont disparu. Aux joueurs orques, passant des orques rigolos et aléatoires à une race menaçante qui fait flipper, mais finalement on remet un poil de comique dedans, mais pas trop. Des orques qui étaient des espèces de marsupiaux, qui sont devenus au final une espèce fongique qui se reproduit par spore comme les champignons donc. Aux joueurs squat qui ont attendu 7 éditions sans figurines, en étant même littéralement effacés du lore. Leur armée revient, elle a changé de nom, et les designs sont super différents. Les joueurs Space Marines, dont toute la gamme est en train de changer au profit des primaristes, avec les Firstborn qui doucement s'effacent. Dont les primarques, qui n'étaient que des légendes oubliées, mais qui reviennent finalement, au risque d'être un peu moins légendaires. Des changements comme ça, il y en a des tas. Certains sont des changements mineurs, limite cosmétiques. D'autres sont eux des bouleversements de ce que nous savions sur telle ou telle faction. Ou plutôt, dirais-je, ce que nous pensions savoir de cette faction. L'Imperium ne savait pas que les Nécrons avaient des chefs conscients jusqu'à ce qu'ils en rencontrent. Nous ne connaissions pas la politique à l'intérieur de Komora. Nous ne savions pas qu'un technoprêtre de haut rang s'échinait dans l'ombre à créer de nouveaux types de Space Marines. Mais depuis, nous l'avons appris. Comme nous avons appris qu'il existait parmi les 10 000 un certain nombre de femmes qui n'est pas 0. Ces faits que nous apprenons peuvent nous réjouir ou non. Il est possible que Game Workshop fasse ça pour l'argent, comme certaines personnes le soulèvent. À peu près tout ce que fait cette entreprise a ce but, cela dit. Comme toutes les entreprises, in fine. Peut-être que ce coup-ci, ça va plus dans le sens de certaines opinions que d'autres. Certes. Je dois admettre que ça va dans un sens que j'apprécie. Mais ce n'est pas comme j'ai pu lire un complot des grands actionnaires qui veulent imposer des dictats soi-disant woke partout. Et croyez-moi, quand je l'ai lu, ça n'était pas forcément formulé comme ça. C'était même parfois bien pire, allant à certains moments jusqu'à frôler l'illégalité. De plus, parmi tous les changements qu'il y a, si celui-ci vous fait déborder, si dans un univers dans lequel on fait voler des cathédrales de plusieurs kilomètres de long dans l'espace, où on transforme des enfants en monstrueux super guerriers avides de combat, et où des démons peuvent surgir des rêves d'un humain, qu'une femme puisse elle aussi devenir un de ces monstrueux super guerriers, c'est ça qui vous fait réagir. Posez-vous des questions. Franchement, regardez avec qui vous êtes alliés dans cette controverse. Les arguments carrément misogynes ou antisémites employés par certaines personnes. J'entends bien que toutes les personnes qui râlent à propos de ce changement ne sont pas des crypto-fascistes. Mais regardez franchement l'image que ça donne de notre communauté. Certes, Games Workshop aurait pu mieux amener la chose. Mais comment ? S'ils avaient créé une figurine pour ça,
ça aurait gueulé que c'était juste pour faire des ventes. Si on avait utilisé un Deus Ex Machina comme Cole et les Primaris, ça aurait été tellement pire, on sait tous. Parmi les gens réfractaires au changement du type Primaris, on ne peut pas dire que ça déborde d'amour pour Belisarius Cole. Et franchement, même pour moi, qui apprécie les Primaris et ce personnage, je trouverais ça abusé qu'il touche au Custode. Ou que quoi que ce soit qui touche les Custodes soit le fruit d'un progrès technologique de l'Imperium, même des reliquats de l'Imperium du 31e millénaire. Les Custodes sont trop proches de l'Empereur pour que l'on s'amuse à voir n'importe qui d'autre que l'Empereur qui y touche. Là, on a un auteur qui glisse des possibilités en 30K, et un autre, ou le même en vrai, j'en sais rien, qui en introduit en 40K. Elles ont donc toujours existé in-universe, pas dans notre monde bien évidemment. Games Workshop ne va pas envoyer des mercenaires chez vous pour vous forcer à changer vos armées. Fait de ce qui a pu exister avant. Donc au pire, si un changement ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le valider pour votre armée. Donc on se détend, on attend de voir ce qu'il nous réserve, et avec un peu de chance, ça peut être cool. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, en restant civil s'il vous plaît, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description, et passez une bonne journée, et surtout, amusez-vous bien.